Donc, bonjour à tous. Donc, merci de vous être connectés à ce webinaire consacré à l'antibiorésistance. Donc, ce webinaire remplace notre traditionnelle journée antibiorésistance antibiotique qui réunissait les professionnels de la région Nouvelle-Aquitaine pour échanger en direct. Malheureusement, cette année, eh bien, on remplace par un webinaire. Mais ma foi, comme vous l'avez vu sur le programme, remplacé par un webinaire, ça nous permet de bénéficier de la présence du professeur Céline Pulsini, chef de projet national à l'antibiorésistance, qui va pouvoir nous présenter les actualités en matière de stratégie nationale antibiorésistance. Donc, un mal pour un bien, on va dire, avec cette transformation en webinaire. Donc, au cours de ce webinaire, après la présentation que nous fera Céline Pulsini, nous pourrons débattre autour des questions que vous pouvez poser par la petite rubrique « Questions » que vous pouvez voir normalement sur la droite de votre écran. Donc, vous pouvez poser des questions tout au long de l'intervention et nous y répondrons après. Sont connectés, que vous pouvez voir à l'écran également, Mathieu Méchin pour l'ARS et Bertrice Loulière et Marine Delova pour l'Omédite Nouvelle-Aquitaine et participeront au débat qui suivra. Sont connectés également, mais que vous ne pouvez pas voir, toute l'équipe du CEPIAS avec notamment Christophe Gauthier qui co-organise ce webinaire, j'allais dire cette journée, mais ce webinaire, et Pierre Parnex qui fera l'animation au niveau des questions. Eh bien, bien sûr, ce webinaire sera enregistré et donc vous pourrez le revoir a posteriori. Donc, sans plus attendre, je remercie bien Céline Pulsini d'être avec nous pour nous parler de la politique nationale. Et Céline, je vais te passer l'écran et la parole. Donc, merci à toi. Merci à toi, Catherine, pour l'invitation. Alors, ça va venir. Est-ce que tu vois l'écran? On voit l'écran. Je vais arrêter ma webcam. Donc, Bertrice et Marine, si vous pouvez arrêter votre webcam aussi, s'il vous plaît. Merci. Ok. Je peux y aller, Catherine? C'est bon? Oui, c'est à toi. Merci beaucoup. Eh bien, un grand merci pour l'invitation. Et effectivement, le format webinaire, je suis ravie de pouvoir participer. Ça aurait été difficile de venir en physique vu les conditions. Et donc, Catherine et toute l'équipe du CEPIAS m'avaient demandé de présenter brièvement les actualités de la stratégie nationale de lutte contre l'antibiorésistance, sur le volet de santé humaine, bien évidemment. Donc, c'est ce que je vais faire dans les diapos à venir et je serai ravie de répondre ensuite à vos questions. Donc, bon, ça c'est un rappel, mais vous connaissez ça très bien. Comment lutter contre l'antibiorésistance? Il y a deux grands piliers. Le premier pilier, ce sont les programmes de prévention des infections, qu'elles soient communautaires ou associées aux soins, et le contrôle de la transmission. Le Covid-19 a eu comme, on va dire, avantage de montrer l'importance de la prévention des infections communautaires et de l'illustrer de manière très pragmatique auprès de tout le monde. Et bien sûr, le deuxième pilier, ce sont les programmes de bon usage des antibiotiques. Toutes ces politiques et toutes ces stratégies doivent bien sûr être déployées dans les trois secteurs, que ce soit les établissements de santé, les établissements médico-sociaux ou la ville, pour cibler la totalité du parcours patient. Et l'antibiorésistance et la lutte contre l'antibiorésistance concernent tout le monde. Tout le monde peut agir à son niveau pour essayer de prévenir cette menace de santé publique. Donc ça, vous savez aussi, on s'appuie, et j'ai le pilotage opérationnel de ces deux, on va dire, feuilles de route ou plans,
Donc, il y a la feuille de route interministérielle pour la maîtrise de l'antibiorésistance qui date de 2016, qui est en One Health, en une seule santé, qui est complètement interministérielle avec 40 actions. Et il y a également le Propias qui, lui, date de 2015, donc avant la feuille de route, qui lui focalise surtout sur les infections associées aux soins, mais pas que, et qui a intégré en 2018, tout dans son axe 2, l'ensemble de la feuille de route interministérielle pour la lutte contre l'antibiorésistance. En France, au niveau antibiothérapie, il y a 80% des antibiotiques qui sont prescrits en ville, 70% par les généralistes et environ 10% par les chirurgiens dentistes. Ce sont les deux plus gros prescripteurs en ville. Et 20% des antibiotiques sont prescrits dans les établissements de santé, dont un tiers pour des patients hospitalisés. Et grosso modo, quand on regarde les résultats d'audit, il y a à peu près un tiers des antibiothérapies qui sont inutiles, un tiers inappropriés et un tiers appropriés, ce qui montre qu'il y a une grosse marge d'amélioration en termes de bon usage des antibiotiques. Donc après, je vais passer en revue, alors pas la totalité, mais une partie des actions qu'on a menées depuis ma nomination, c'était en janvier 2019. Donc concernant l'information des usagers, des patients et des professionnels, il y a des actions de communication qui sont en cours de préparation, qui sont pilotées par Santé publique France en lien avec l'assurance maladie, donc une campagne de marketing social qui va cibler à la fois les professionnels de santé et le grand public. Probablement le démarrage sera fin d'année prochaine, c'est à moduler en fonction de l'actualité Covid. En termes de communication également, l'année dernière, on avait tenu en interministériel un colloque, donc la semaine évidemment sur l'antibiorésistance, donc le 20 novembre 2019. L'année dernière, la thématique, c'était la surveillance des données pour l'action. Cette année, il n'y aura pas de colloque pour plusieurs raisons, dont l'actualité Covid, et on va partir plutôt sur des colloques interministériels ou des événements interministériels moins fréquents probablement dorénavant. Il y aura peut-être une journée faite par les agences, donc ANSES et ou Santé publique France, mais c'est en discussion à cause de l'actualité Covid. On avait l'année dernière, et j'espère qu'on pourra le faire cette année encore, fait un dossier de presse commun aux différents ministères, aux différentes agences, qu'on avait rendu public et qu'on avait essayé de disséminer en amont, notamment aux ARS et aux acteurs de terrain. On essaiera de faire pareil cette année si on peut le faire. Depuis l'année dernière également, on édite des brochures d'information. Donc ça, c'est le document que vous voyez sur la gauche. Donc c'est un 6 pages qui est lancé traditionnellement à l'occasion de l'Assemblée mondiale pour la santé qui est tenue par l'OMS, qui est mis à jour annuellement, qui présente juste une sélection de quelques mesures innovantes pour l'international. C'est en français, c'est en anglais. Tous les documents sont disponibles sur notre espace sur le site du ministère qui s'appelle antibiotique.gouv.fr. Et à droite, depuis cette année, on a également édité un rapport annuel public de nos actions. C'est quasiment exhaustif, mais pas tout à fait, puisqu'on met des choses qui sont validées et faites. Donc, vous avez le rapport annuel de nos activités 2019 sur le site depuis février de cette année. En termes de com, et j'ai vu que vous l'aviez mis sur vos diapos, donc on a validé en fin 2018 un logo interministériel dans un esprit One Health qui est complètement libre d'accès, donc utilisable par tout le monde, qui illustre la lutte contre l'antibiorésistance avec une perspective une seule santé. Donc c'est une petite planète avec un arbre pour l'aspect développement durable. Et donc le logo, c'est les antibiotiques, ils sont précieux, utilisons-les mieux. En termes également d'information aux usagers, et ça a été lancé le 18 novembre de l'année dernière sur santé.fr, qui est donc le site d'information pour les citoyens sur la santé. Il y a un espace thématique qui s'appelle Antibio Malin, qui explique à tout le monde à la fois les principales infections en ville, l'ensemble des antibiotiques disponibles en ville, les questions sur l'antibiorésistance et avec également une foire aux questions sur les microbes et puis des questions courantes que les gens se posent. Donc c'est à la fois utilisable par tout un chacun pour s'informer et ça peut être aussi utilisé par les professionnels de santé pour faciliter leur communication avec les patients ou les usagers. On a également travaillé avec eBug, qu'on soutient depuis de nombreuses années, ainsi que le ministère de l'Éducation nationale. Il y a pas mal de nouveautés depuis l'année dernière sur eBug. Donc eBug, ce sont des ressources, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que vous connaissez tous, sont des ressources éducatives à destination des enseignants de primaire, collège et lycée pour expliquer aux enfants et adolescents tout ce qui concerne les microbes. Donc c'est l'antibiorésistance, mais pas que, avec une perspective, une seule santé. Et donc, depuis l'année dernière, il y a un module de formation en une trentaine de minutes pour les enseignants pour une prise en main rapide de l'outil eBug. Il y a également des ressources qui ont été développées pour le service sanitaire des étudiants en santé et également en cours de finalisation des fiches qui sont prévues pour le service national universel qui concerne les jeunes de 15 ans.
Donc, un petit focus sur le service sanitaire des étudiants en santé. On a monté un groupe de travail avec les professionnels depuis l'année dernière où on a incité tout le monde à monter des initiatives régionales. Notamment, cet aspect initiative régionale est cité dans l'instruction aux ARS dont je parlerai en fin de diaporama. Donc, ce groupe de travail concerne des représentants d'enseignants, des représentants d'étudiants et Santé publique France. Et on a réussi à faire valider le fait que la prévention des infections et l'antibiorésistance sera une thématique prioritaire à la rentrée prochaine. Donc ça, on est très content d'avoir réussi à obtenir ce résultat. Concernant la formation des professionnels de santé, alors ça, c'est un gros chantier. Donc, on a plusieurs sous-actions. Une des sous-actions, c'est de pouvoir développer avec évidemment les organisations compétentes un socle de compétences minimales sur l'aspect prévention des infections, contrôle de la transmission, antibiothérapie, bon usage des antibiotiques, antibiorésistance. Donc, on a chargé les représentants des infectiologues, les représentants des hygiénistes de coordonner ce travail. Alors, ça a été plus simple probablement pour les représentants des infectiologues puisqu'ils sont partis du travail qui avait été fait par la Société européenne, par l'ESCMID, qui avait déjà fait ses Generic Competencies. Et la SF2H a dû partir un peu from scratch de nouveau et est en train de finaliser le travail. Donc, ce socle de compétences, ce sont les compétences minimales que tout professionnel de santé devrait connaître pour être un acteur de la lutte contre l'antibiorésistance. Ensuite, on est en train de travailler avec notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et les différentes organisations pertinentes pour intégrer ce socle de compétences dans la formation initiale et continue des professionnels les plus fréquemment impliqués dans la lutte contre l'antibiorésistance, donc médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique et soins infirmiers. Ça va prendre du temps, mais on commence le travail. Et on incite également tous les acteurs de terrain, tous les enseignants à partager des expériences innovantes ou des expériences couronnées de succès pour que les bonnes idées de chacun profitent à tout le monde. En termes de formation continue, la prévention de l'antibiorésistance dans toutes les dimensions que j'ai citées précédemment est listée comme priorité nationale. Vous voyez les textes à droite. Et on a eu la chance de pouvoir travailler avec la NDPC pour qu'il y ait un appel d'offres ciblé sur la prévention de l'antibiorésistance sur 2020-2022. Oui, c'est ça. Ça sera probablement décalé un petit peu à cause du Covid. Donc, il y aura un budget ciblé avec un appel d'offres ciblé sur cette thématique pendant 3 ans. Concernant les aspects bon usage des antibiotiques, donc, vous savez que les trodangines sont disponibles gratuitement auprès des médecins depuis plus de 15 ans. Pour faciliter l'accès aux trodangines qui sont pas utilisées suffisamment probablement par les médecins, le Premier ministre avait annoncé au Comité interministériel pour la santé de l'année dernière qu'on allait faciliter l'accès à ces trodangines également en pharmacie d'officine en complément du parcours médecin. Donc ça, on a travaillé pareil avec un groupe de travail. On a rendu ça opérationnel depuis le 1er février de cette année. Et malheureusement, on a dû rapidement interrompre, mettre en suspension cette mesure à cause de l'épidémie Covid. Donc, pour l'instant, la recommandation qu'on a fait circuler auprès des pharmaciens d'officine, c'est de ne pas réaliser trop d'angines à cause du Covid. Et on réévaluera la pertinence de cette suspension courant d'été avec le groupe de travail. On a également demandé aux sociétés savantes d'établir des recommandations sur l'utilisation des tests rapides diagnostiques et des tests rapides d'orientation diagnostique dans une perspective bon usage des antibiotiques pour la ville, pour les EHPAD et pour les urgences. Et on devra avoir ces recommandations probablement pour l'année prochaine. Concernant les antibiorames ciblés, on a mis en contact la Haute Autorité de Santé et les sociétés savantes pour avoir des recommandations qui devraient, on l'espère, être disponibles en fin d'année. On a prévu, une fois qu'on a ces recommandations, une réunion avec les éditeurs de logiciels, puisque le principal frein à la mise en place des antibiorames ciblés par les biologistes, c'est surtout les difficultés à automatiser ça avec les logiciels. Donc, on va essayer de faciliter les choses. Il y a également beaucoup d'actions qui sont menées par l'assurance maladie. Donc, il continue les visites des délégués de l'assurance maladie. Il y a eu une campagne nationale sur les antibiotiques l'année dernière. Il y a eu également l'année dernière quelque chose de novateur, de nouveau, qui était un plan personnalisé d'accompagnement pour les gros prescripteurs, dont les gros prescripteurs d'antibiotiques. On attend l'évaluation qui est en train d'être faite par la CNAM. Il y a toujours la ROSP avec des indicateurs antibiotiques. Il y a également un projet qu'on mène donc avec l'assurance maladie, avec le Collège de la médecine générale et avec la DITP, qui est la délégation interministérielle à la transformation publique. Donc, on avait été lauréat d'un appel à projet en 2018. Et donc, la DITP a embauché des spécialistes en sciences comportementales pour nous aider sur ce projet. Et l'objectif du projet, c'est de mettre au point des profils de prescription individualisés des médecins généralistes
qui soit favorable pour améliorer les pratiques. Donc ça, c'est en cours, on aura des premiers résultats en fin d'année. Il y a également toujours la poursuite de la promotion de l'ordonnance de non-prescription. Je vous ai mis le document ici, qui est donc promu par l'assurance maladie et qui est malheureusement encore sous-utilisé, qui est donc un document qu'on peut utiliser en cas d'infection virale qui ne nécessite pas d'antibiothérapie. En termes de recherche et innovation, il y a eu beaucoup de choses de faites. Donc, il y a eu un programme prioritaire de recherche qui a été lancé en 2018. C'est lancé de manière opérationnelle en début d'année de cette année, avec un appel à manifestation d'intérêt qui est en cours de phase de sélection. Et donc, ce programme prioritaire de recherche est doté de 40 millions d'euros. Il y a également un call franco-allemand pendant 2 ans qui se termine cette année, doté de 7 millions d'euros. Et il y a une cartographie des équipes académiques qui travaillent sur l'antibiorésistance qui est en cours de finalisation par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en lien avec l'INSERM. On travaille également beaucoup sur le sujet innovation, donc les produits lui permettant de lutter contre l'antibiorésistance, que ce soit les nouveaux antibiotiques, que ce soit les alternatives aux antibiotiques, les diagnostics ou les vaccins. Et on travaille également sur le sujet de pénurie d'antibiotiques, évidemment en lien avec toutes les actions autour de pénurie de médicaments en général. Donc pour ça, on a 2 actions principales. On est intégré dans la feuille de route pénurie de médicaments 2019-2022 qui est portée par le ministère de la Santé. Donc il y a un aspect sur les antibiotiques. Et on a également un contrat stratégique de filière qui est donc un espace d'échange, un espace de discussion entre les industriels et les pouvoirs publics, avec un volet sur l'antibiorésistance qui tient compte à la fois de l'aspect innovation et de l'aspect pénurie d'antibiotiques. Et on essaie évidemment de pousser ces sujets également à l'international, notamment au niveau européen. Et vous avez sûrement noté que le sujet pénurie de médicaments est maintenant un hot topic, donc un sujet chaud, un sujet d'actualité au niveau européen, ce qui nous permettra probablement de faire avancer les actions sur cette thématique. En termes de surveillance, donc là, c'est surtout Santé publique France qui pilote ces actions. Donc, SPF coordonne un rapport annuel auquel beaucoup de gens participent sur les consommations antibiotiques, sur les résistances bactérielles, mais également sur toutes les actions de lutte contre l'antibiorésistance. Tout ça dans une dimension One Health et le rapport sort tous les mois de novembre. Donc, SPF a également lancé l'année dernière GEOD, donc le site des indicateurs en santé, qui inclut des indicateurs à la fois sur les infections, sur les antibiotiques et sur les résistances. Et après, bon, ça vous connaissez par cœur, il y a évidemment toutes les missions nationales des CEPIAS qui sont extrêmement utiles, avec les 5 missions et le réseau REPIAS qui permet d'avoir en un coup d'œil toutes les actions résumées sur le site. Donc l'instruction aux ARS, puisque c'est un peu la nouveauté là du mois qu'on attend depuis plusieurs mois. Donc elle est en cours de signature, on espère vraiment qu'elle va sortir sur Internet là d'ici la fin du mois. Donc, je vous ai mis les principaux messages qu'il y a dans cette instruction aux ARS. Donc la lutte contre l'antibiorésistance, comme je l'ai dit au début, en santé humaine repose principalement sur 2 stratégies complémentaires, PCI, la prévention et le contrôle de l'infection, dont les IAS, infections associées aux soins, et le bon usage des antibiotiques que j'ai symbolisé ici par BUA. Les acteurs régionaux en appui à l'ARS sont à la fois les CEPIAS, qui sont en charge de la prévention des IAS et de la lutte contre la transmission croisée des agents infectieux, donc ça c'est l'arrêté de 2017, et également les centres régionaux en antibiothérapie, donc qui sont un des focus de cette instruction aux ARS, donc on a symbolisé par CRATB, qui sont en charge de l'aspect bon usage des antibiotiques. Et les 2 structures d'appui, CEPIAS et CRATB, doivent travailler au quotidien en synergie et en étroite collaboration pour lutter contre l'antibiorésistance de manière optimale. Donc cette instruction présente une nouvelle organisation où il est recommandé dans l'instruction de mettre en place un centre régional en antibiothérapie dans toutes les régions. Donc c'est ce que je disais, au niveau régional, on conseille de mettre en place un centre régional en antibiothérapie dans toutes les régions ou de faire évoluer le centre régional de conseil en antibiothérapie existant vers un centre régional en antibiothérapie. Il y a une sorte de guide réflexe qui donne des lignes directrices sur les missions de ces centres régionaux en antibiothérapie qui est inclus dans l'instruction. Et on a réussi à obtenir, donc ça c'est la bonne nouvelle, pour cette année, un financement FIR pour ces centres régionaux en antibiothérapie. Et on est en train d'actualiser la demande pour l'année prochaine. Donc les compétences attendues dans ces centres régionaux en antibiothérapie, donc ça c'est sur la base d'avis d'experts et l'expérience des centres existants. Il est préconisé qu'au sein du centre soit présent au minimum un infectiologue et un généraliste. On a proposé que le responsable du centre régional en antibiothérapie soit un infectiologue avec une expérience de bon usage des antibiotiques et qu'il soit en poste dans un des établissements de santé du GHT siège du centre régional en antibiothérapie. Et donc la deuxième personne
au minimum, c'est un médecin généraliste. Bien évidemment, il peut y avoir plein d'autres personnes et ça, c'est à l'ARS de décider. Au niveau des missions du centre régional, c'est des missions régionales d'expertise et d'appui aux professionnels de santé, des missions de coordination ou d'animation de réseaux de professionnels de santé en charge des programmes de bon usage des antibiotiques, notamment animation du réseau des équipes multidisciplinaires en antibiothérapie, des référents en antibiothérapie et du réseau de généralistes formés à l'antibiothérapie. Donc là, vous notez que dans cette instruction, on a ajouté, en plus des référents en antibiothérapie, qui restent sur le modèle qui existe actuellement, deux autres notions. La notion d'équipe multidisciplinaire en antibiothérapie, et ça c'est à l'échelle du GHT. On conseille qu'il y ait au moins une de ces EMA par GHT et que, évidemment, dans l'établissement de santé où il y a cette EMA, le référent soit intégré dans l'équipe multidisciplinaire en antibiothérapie. Et on conseille également au niveau régional qu'il y ait un réseau de généralistes formés à l'antibiothérapie sur le modèle de, si vous connaissez, du réseau GRIF qui existe déjà en Occitanie. Et donc, pour chaque mission, l'ARS, en lien avec le centre, définira des objectifs et des indicateurs de suivi, que ce soit des indicateurs de structure, de processus et de résultats, avec des cibles à atteindre, qui seront donc identifiés au niveau régional en lien avec ce qui existe au niveau national. Donc, dans les établissements de santé, c'est ce que je disais, les référents d'antibiothérapie assurent le premier niveau de conseil et de consultation et une activité stratégique sur le bon usage des antibiotiques. Donc, la nouveauté de l'instruction, c'est de conseiller la mise en place d'équipes multidisciplinaires en antibiothérapie au niveau territorial avec au moins une EMA par GHT. Ces EMA regrouperont les personnels hospitaliers mobilisés sur ces activités et on conseille qu'il y ait au moins les compétences suivantes au sein d'une EMA, infectiologue, pharmacien, microbiologiste et infirmier formés à l'antibiothérapie et à l'infectiologie. Et donc ces EMA ont vocation à intervenir dans les 3 secteurs de l'offre de soins, en établissement de santé en synergie avec les équipes opérationnelles d'hygiène. On espère qu'il y aura une synergie étroite à la fois entre les CEPIAS et les centres régionaux d'antibiothérapie, mais également entre les EMA et les EOH, ou entre le référent d'antibiothérapie et l'EOH. Ces EMA interviendront également en ville et dans le secteur médico-social, en synergie avec les équipes mobiles en hygiène quand elles existent, en lien avec les CPTS, les communautés pluriprofessionnelles des territoires de santé. Et l'activité de conseil en antibiothérapie sera à ce moment-là délivrée par les infectiologues de la région qui sont volontaires, délivrée bien sûr aux professionnels de ville, y compris ceux intervenant en EHPAD. Et on aimerait que cette activité de conseil s'inscrive dans la mesure du possible dans le cadre de la téléexpertise. En cours, on a d'autres actions. On est en train de réfléchir, notamment avec les collègues des différentes directions du ministère et les agences, sur des indicateurs prévention de l'antibiorésistance, donc toujours les deux dimensions, prévention, contrôle de l'infection et bon usage des antibiotiques. Donc le brainstorming est en cours. Il y a différentes catégories, on va dire, d'indicateurs. Et une des sous-actions, c'est sur les indicateurs IFAC, donc paiement à la performance des établissements de santé. On aimerait, et là on a monté un groupe de travail spécifique avec les professionnels, avoir un set d'indicateurs qui pourraient être mesurés de manière automatisée et qui soient valables pour les 5 à 10 ans qui viennent. Ensuite, également en cours, on est en train de réfléchir, pareil avec notamment le comité de suivi du PROPIAS, sur les actions qu'on aimerait prioriser pour 2021-2023. On a monté également un groupe de travail avec les chirurgiens dentistes sur les aspects prévention, contrôle de l'infection et bon usage des antibiotiques pour aboutir à des actions concrètes et des propositions innovantes. Également tout un travail en cours sur les durées de traitement où une des premières étapes, c'est que la HAS, en lien avec les professionnels, puisse nous délivrer une fiche mémo sur les durées les plus courtes d'antibiothérapie pour les infections courantes. Donc ça, on l'aura probablement d'ici la fin de l'année si tout se passe bien. Et après, je n'ai pas trop creusé, mais on a de nombreuses actions internationales, notamment on coordonne un work package d'une action conjointe européenne financée par la Commission qui s'appelle EU-JAMRAI, qui vise à faire du partage d'expérience au niveau des États membres de l'Union européenne. Et je m'arrêterai là. Et j'ai un compte LinkedIn, donc pour ceux qui sont intéressés, qui veulent rester au courant de ce qu'on fait, n'hésitez pas à me solliciter pour être mis en relation sur LinkedIn. Merci Catherine, je te repasse la main. Merci beaucoup Céline de ce panorama complet et on le voit très riche en actions. Et merci de nous donner les informations. Alors, il faut que je récupère l'écran. De nous avoir indiqué les principaux points de l'instruction qui va donc paraître d'ici la fin du mois.
Donc, avec des notions très intéressantes, hein, comme l'équipe mobile d'hygiène pluriprofessionnelle. Et on l'a vu dans nos journées précédentes, les retours d'expérience avec des collaborations pluriprofessionnelles qui fonctionnent bien. Et tu as évoqué aussi le réseau des généralistes avec le réseau Grive. Et effectivement, ils étaient venus nous faire une présentation il y a 2 ans de leur organisation, ou 3 ans peut-être même maintenant. Donc, on va peut-être voir les questions posées. Oui, on peut regarder. Il n'y en a pas beaucoup de questions. Bonjour à tous. Si vous pouvez poser vos questions par écrit en envoyant sur questions ce que vous voulez. Il y en a qui commencent à arriver. Après, vous pouvez aussi essayer, si vous avez un micro, vous appuyez sur la main pour lever la main. On essaiera de vous passer la parole pour que vous puissiez parler directement. Donc, allez, une question directement sur les centres régionaux. Qui va nommer les membres du CRATB? Faut-il faire acte de candidature? Nous demande Christophe Perdry. C'est l'ARS qui pilote les centres régionaux d'antibiothérapie. Donc là, je passerai plutôt la main à Mathieu. Mathieu peut peut-être répondre et nous rejoindre s'il est avec nous. Oui, j'allume ma caméra. Bien, bonjour à tous. Merci Céline pour cette intervention synthétique et complète dans le même temps. Voilà, la concision. Et donc, oui, l'idée, c'est que nous recevions effectivement l'instruction dans sa forme finalisée et officialisée. Et voilà, que nous appuyons sur l'organisation actuelle en région Nouvelle-Aquitaine, tout en ouvrant bien sûr vers la médecine générale, hein, vers les autres disciplines que l'infectiologie. Et ce qu'on a proposé là avec le CEPIAS, c'est que vous puissiez nous faire des remontées, soit d'expérience, soit de perspective. Et donc, ça pourrait être l'occasion également de faire acte de candidature en termes, en tout cas, d'identification des volontés à participer à cet effort régional. Merci Mathieu. Alors on a une question sur à quand des supports de prescription standard en ville pour les généralistes, rôle des EMA et CPTS. C'est François Roulet-Renolot qui nous la pose. Alors, s'il peut juste préciser support de prescription. Standard, alors. C'est une ordonnance dédiée aux antibiotiques, c'est des outils informatisés. On va voir si la question se précise. Alors, oui, pour les antibiotiques, donc spécifiques aux antibiotiques. Ok, alors ça fait partie de nos projets. Je ne l'ai pas mis parce que pour l'instant, il est toujours en réflexion. Ça fait partie des actions qui sont citées dans la feuille de route où il est cité de mettre en place une ordonnance dédiée aux antibiotiques. On part plutôt sur probablement une expérimentation dans une ou 2 régions, mais on est en phase de brainstorming pour tester l'idée de cette ordonnance dédiée aux antibiotiques, qui aurait comme avantage, mais c'est de la théorie parce qu'en fait, il n'y a pas d'études sur le sujet, d'attirer l'attention du patient sur le fait que les antibiotiques ne sont pas des médicaments comme les autres. Donc, il y a une certaine vertu symbolique de mettre en place des messages d'éducation sur ce papier et également de faciliter la communication entre le professionnel et le patient. On part sur l'idée de quelque chose d'informatisé, parce qu'évidemment, on n'a pas envie de compliquer la vie des prescripteurs. Et on est en phase de brainstorming pour monter un projet style expérimentation. Alors, il y a France Roblot qui lève la main. Alors, France, je vais ouvrir ton micro, on va voir si ça marche. Normalement, il est ouvert, tu peux parler. Je crois que ça marche. Ouais, on t'entend. Bon, mais ils sont activés, c'est bon, voilà. C'est bon. Mais en fait, tu m'as identifié parce que normalement, c'est mon numéro de poste qui se manifeste. Juste, Céline, une précision. Déjà, Catherine a fait un lapsus intéressant. Elle a dit les équipes mobiles d'hygiène. Non, là, ça va être des équipes mobiles en antibiothérapie. Et ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut copier ce modèle des équipes mobiles d'hygiène parce que je crois que c'est ça qui a fait le succès en hygiène. Ça va être demandé à l'échelon du GHT, à l'échelon du centre régional. À quel niveau ça va être demandé? Parce que tu vois tout de suite ce que je vais te dire derrière. Est-ce qu'on va demander aux hôpitaux, au niveau d'un GHT, de financer ces équipes? Voilà comment ça va se passer. On va être très clair, on a réussi à obtenir un financement pour les centres régionaux, mais pas pour les équipes multidisciplinaires en antibiothérapie. Et donc, ces équipes doivent être financées par l'établissement de santé, puisqu'elles font des actions pour l'établissement de santé. Et pour les actions qu'elles font en dehors de leur établissement de santé, on a proposé dans l'instruction, parce que les instructions, ce sont des lignes directrices, hein, on a proposé qu'il y ait des conventions ou des modes de financement à trouver pour financer ces équipes multidisciplinaires en antibiothérapie.
On n'a pas de financement pour l'instant, même si on essaie de trouver des solutions pour ces équipes multidisciplinaires en antibiothérapie. Mais alors, si je puis me permettre, il y aura une incitation forte des hôpitaux pour le faire, pour les mettre en place. Il y a une instruction. Donc après, oui, une instruction. les agents, j'imagine, vont faire. Et juste, c'est pas que je veuille casser l'ambiance, mais sur les durées de traitement avec la HAS, je suis un tout petit peu moins optimiste que toi pour dire qu'on les aura en fin d'année, compte tenu de la dernière réunion qu'on a eue avec la présidente de la HAS. Mais voilà, Rome, c'est pas fait en un jour et on va y arriver. Voilà, c'est le retour que j'ai eu de la HAS, que j'ai eu au téléphone il y a 2 semaines. Mais effectivement, on croise les doigts. À suivre. Merci France. Alors, on a une autre question de Élise Balestrasovi qui nous dit: en tant que référente en antibiothérapie dans mon institut, dois-je me faire connaître auprès des référents de bon usage, EMA, ARS, pour une action commune sur l'antibiorésistance? Donc, le lien entre la structure régionale et les référents. Alors, je peux peut-être présenter mon avis, puis Mathieu complétera sur son avis. Les référents en antibiothérapie, Oui. donc, vont soit rester référents en antibiothérapie s'ils sont dans des structures où il n'y a pas lieu de monter une équipe multidisciplinaire en antibiothérapie, et ça après c'est à l'ARS, au centre d'aider éventuellement selon la situation locale. Soit c'est un gros centre et ils sont intégrés dans l'EMA, en fait, dans l'équipe multidisciplinaire en antibiothérapie. Et bien sûr, l'idée de l'instruction, c'est que l'ARS, appuyée par le Centre régional en antibiothérapie, pilote toute cette organisation pour qu'il y ait une certaine cohérence et un partage d'expérience. Mais après, il y a quand même, on garde son indépendance dans son établissement, même si on incite fortement au partage d'expérience et à une sorte de coordination stratégique. Mathieu, si tu veux commenter. Oui, mais complètement d'accord sur cette vision-là. Après, ça a été souligné dans les 2 années précédentes d'expérience, c'est la nécessité de cette harmonisation, coordination, pour le moins entre voilà, un niveau régional et puis des acteurs territoriaux qui ont de toute façon déjà ces actions au niveau de l'établissement, qui ne restent pas dans leurs établissements, qui font au moins les conseils en antibiothérapie sur le bon usage et les prises en charge, et qui mènent même des actions de prévention, de santé publique, de formation. Donc la globalité de ce qui peut se faire finalement sur une stratégie régionale. Et donc l'enjeu, ça sera de partager ces expériences, de les dupliquer si elles ont un certain succès, et voilà, de mutualiser les efforts et pas de réinventer. C'est des retours qu'on a eu là même récemment des 3 CHU, de mutualiser cet effort. Voilà. Donc oui, il faudra actualiser la liste des référents dans tous les établissements, et on va refaire ce travail qui avait été fait avant que j'arrive il y a 2 ans sur le poste. Voilà. Notre collègue souligne qu'elle est dans un petit établissement, donc elle est seule. Voilà. Après, on a plusieurs questions d'Hélène Cabrol sur les EHPAD. Alors, une directe: est-ce que le strep-test en EHPAD est utile? Est-ce que ça a une place? Il y a très peu d'angines bactériennes au-delà de 45-65 ans. Donc, en théorie, oui, s'il y a une angine chez quelqu'un en EHPAD, il faut faire le TROD d'angine. Mais c'est vrai qu'il y a peu d'angines bactériennes chez les personnes très âgées. Mais dans les recommandations, si on a une angine potentiellement bactérienne, il faut faire le TROD d'angine. Sa deuxième question, c'est: de plus en plus de BMR urinaire en EHPAD, est-ce action prioritaire à mener pour lutter contre? Point d'interrogation. On est ouvert à toutes vos suggestions. Là, on est en train de travailler, donc je ne l'ai pas dit, mais pour ces futures idées 2021-2023, on travaille étroitement avec le comité de suivi du PROPIAS, et on est aidé par 2 groupes de travail, un sur PCI, un sur BUA. Donc le groupe de travail PCI est animé par la SF2H, et le groupe de travail BUA est animé par le CMP, maladies infectieuses et tropicales, et donc France, qui est présente, co-anime avec David Boutoil ce groupe de travail. Et donc, on a demandé à toutes ces personnes de synthétiser les propositions, puis après, on établira un document. Et si vous avez des idées innovantes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez mes coordonnées pour me faire des propositions. Donc, c'est pas à moi de faire les propositions. Évidemment, on pourra faire des propositions en tant que ministère, mais on attend des propositions de terrain. Et j'imagine que les EHPAD, il y aura plein d'idées pour améliorer les pratiques. OK. Alors, on a un industriel qui produit des phages qui nous suit et qui nous demande où on en est dans la réflexion sur la phagothérapie. Est-ce qu'on sait qu'en France, on a des startups qui produisent des phages, comme Vetophage, et où on en est de cette réflexion, Céline? Est-ce que tu peux nous dire?
Les phages font partie de ce que j'ai appelé alternative aux antibiotiques sur le côté innovation. Donc, dans le contrat stratégique de filière, on a des industriels qui sont impliqués dans la phagothérapie et ça fait partie, c'est totalement intégré à nos réflexions sur le côté innovation. Et après, dans le programme prioritaire de recherche, qui est plus en amont, on va dire, qui est plus sur du push incentive, les phages sont également éligibles au programme prioritaire de recherche. Donc, ils ne sont pas oubliés dans le paysage innovation. Excellente nouvelle. On arrive un peu au bout de nos questions. Vous pouvez continuer à en poser donc par écrit ou demander la parole si vous voulez vous exprimer, hein, c'est possible. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous veulent ajouter des choses ou avant que les prochaines questions n'arrivent. Oui, peut-être effectivement sur le sujet des infections urinaires en EHPAD. Il y a des documents qui ont été faits au niveau régional et promus avec l'URPS, le CEPIAS, l'ARS l'an dernier. Et voilà, donc c'est des documents qu'on essaie de promouvoir pour la prise en charge des infections urinaires et essayer d'avoir le meilleur traitement antibiotique quand il est nécessaire. Bon, et puis désolé pour le lapsus, hein, c'est peut-être un effet Covid. Mais ça montre aussi notre intérêt de bien faire travailler ensemble les hygiénistes et les équipes mobiles en antibiotiques, bien évidemment. J'avais vu les documents. Merci, Catherine. Et effectivement, vous verrez dans l'instruction, on incite énormément à la mutualisation quand c'est intéressant, quand c'est pertinent, et au partage d'expériences. Notamment, on incite ces centres régionaux d'antibiothérapie à faire ce que vous faites déjà au sein des CEPIAS, c'est-à-dire avoir au moins une réunion annuelle de partage d'expériences et à mutualiser ce qui est mutualisable pour que les documents et les bonnes idées faites dans une région soient profitables pour tous. Voilà. Et donc, comme le disait Mathieu, on va essayer de formaliser ces échanges avec l'ARS et nos collègues infectiologues régionaux pour faciliter encore plus ces partages d'expériences. Vous avez vu quand même une nouveauté pour les équipes multidisciplinaires en antibiothérapie. On a introduit les infirmiers parce que la littérature et les expériences à l'étranger montrent qu'ils ont un rôle vraiment important à jouer dans les équipes multidisciplinaires en antibiothérapie. Il y a eu des expériences en France, notamment autour de Perpignan, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on a intégré des infirmiers formés à cette fonction dans les équipes multidisciplinaires en antibiothérapie. Je pense que ça sera une réelle amélioration. Oui, et on a une expérience régionale avec le centre hospitalier de Libourne qui a mis en place ce type d'action. Alors, Magali Boud nous demande où peut-on trouver les documents déjà créés concernant les BMR urinaires en EHPAD? Catherine, c'est moi qui les ai reçus, mais je ne sais pas qui situe. Alors, eh bien, grâce à la formidable base de documentation du REPIAS, la mission nationale, quand vous allez sur la base documentaire, vous pouvez rechercher pour les documents sur la rubrique établissements médico-sociaux et taper les mots-clés BMR et vous trouvez différents documents qui existent. Donc, que ce soit les documents régionaux dont on vient de parler sur la prise en charge des infections urinaires, donc avant l'apparition de BMR ou d'infection urinaire à BMR. Et puis, il y a aussi des plaquettes sur la prévention en EHPAD. Alors, on rappelle, c'est le site préventioninfection.fr. Alors, on a une demande de prise de parole. Céline a parlé de EU Jamrail. Donc, Marie-Cécile Ploy veut nous parler. Donc, Marie-Cécile, tu es connectée. Ça a éteint. Tu es connectée normalement. On t'écoute. Bonjour à tous. Alors, je ne vais pas vous parler de EU Jamrail, mais j'avais une question par rapport à ce qu'a dit Céline sur les infirmiers dans les EMA. Je trouve ça très intéressant. Est-ce que, du coup, ça fait partie, puisque maintenant sont développés depuis cette année les diplômes IPA, d'infirmiers pratiques avancés, est-ce que du coup ça fera partie du diplôme des IPA? Est-ce que ça va être intégré? Est-ce que ça pourrait être intéressant dans un parcours diplômant? On est en réflexion sur ce côté IPA, mais là, la volonté dans l'instruction, c'est plutôt que les infirmiers non IPA, parce que c'est ceux qui sont disponibles actuellement, puissent être formés à l'antibiothérapie ou l'infectiologie, et ça, ce sera des formations à monter, même s'ils existent dans certains endroits, pour pouvoir les intégrer dans les équipes. Et on est en réflexion effectivement au sein du ministère pour cette idée d'IPA encore plus spécialisée. Mais là, on pense plutôt à des infirmiers intéressés en fait et formés à cette thématique. Ok, merci.
C'est vrai que le sujet des IPA, c'est un sujet qu'on a débattu aussi pour la gestion du risque infectieux, et on avait même évoqué éventuellement la possibilité d'avoir des zones d'interfaçage entre ces différents IPA qui pourra dans le domaine de l'antibiorésistance. Donc, on espère Ça peut faire partie des suggestions qu'on fait pour la stratégie 2021-2023. Donc, on a une question. Oui. Juste avant la question que j'ai vue apparaître, on avait prévu de travailler avec les équipes mobiles d'hygiène cette fois-ci qui ont été mis en place par l'ARS, enfin soutenues par l'ARS auprès des EHPAD pour faire jouer un rôle aux IDE dans ces notions de vérification, sensibilisation des prescripteurs et de leurs collègues au respect du bon usage des antibiotiques. Donc tout ça aurait dû commencer mais a été malheureusement arrêté n'a pas commencé à cause de l'épisode Covid, donc on est en train de réfléchir sur démarrer la participation d'IDE, notamment au niveau des EHPAD, puisque c'est un endroit aussi où il est compliqué d'intervenir et peut-être de faire jouer un rôle aux IDE, ça pourrait permettre d'avancer. Comme tu disais, il y a eu des expériences à l'étranger sur ce point. Je pense que c'est une excellente idée de faire ça en lien avec l'EMA, tout le réseau Bon Usage, le centre régional, l'ARS. Il y a vraiment, à mon avis, une potentialisation de chances de succès. Tout à fait. Les idées en EHPAD. On avait une question complémentaire, justement, c'est les IDE en antibiothérapie, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut me dire un peu plus sur leur rôle et leur formation? Ça, on n'a rien marqué parce que c'est pas le rôle d'une instruction de détailler ça. Donc, on laisse les professionnels se saisir du sujet et proposer des formations. Et le rôle. Nous, on a détaillé un peu des recommandations, même si ça reste des recommandations, une sorte de cahier des charges des missions des équipes. Ça, c'est inclus dans l'instruction avec une sorte de guide réflexe. Mais après, on laisse les gens libres. D'accord. France Roblot voulait intervenir peut-être à ce propos. France, c'est à toi. Très rapidement, c'est juste pour dire, Catherine, je pense qu'au contraire, c'est une très bonne opportunité maintenant. Je crois que les trois coordonnateurs, les trois médecins qui sont dans les services l'ont dit. Avec le Covid, on est allé dans les EHPAD, on s'est déplacé, ce qu'on n'avait jamais fait jusque-là. C'était plus par téléphone qu'on était en contact. Et là, on s'est vraiment déplacé et on a créé vraiment un contact sur lequel il faut surfer pour le bon usage. Sinon, là, on rate complètement un coche. Je crois que c'est très important et les infirmières ont une place essentiel, effectivement. Merci France. Oui, je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit. Voilà, le Covid a été une occasion de créer du lien, en tout cas de renforcer les liens entre voilà, les experts dans le domaine de l'hygiène et de l'infectiologie et puis les structures médico-sociales, en l'occurrence personnes âgées, mais aussi pour les personnes en situation de handicap. Donc, il faut vraiment capitaliser sur ces liens, sur ce maillage territorial qui a été organisé et par les animateurs régionaux, voilà, tels que financés et organisés au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, mais également par les autres acteurs dans les établissements de santé et avec des modèles très riches, très variés, sur certains territoires avec les infectiologues, sur d'autres avec les hygiénistes, la majeure partie du temps avec des gériatres. Voilà, la présence forte d'infirmières pour mettre en musique tout ça, et pas en substitution, mais en appui des établissements. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et à ce titre, on profite d'une campagne de financement personnes âgées, notamment pour étendre l'expérimentation de dispositifs mobiles d'hygiène avec des équipes du coup projetées sur les territoires à l'ensemble des départements. Donc, il y avait 7 départements et GHT expérimentateurs. On l'étend à l'ensemble des territoires et donc des départements et des GHT. Et pour les départements avec plusieurs GHT, donc c'est le cas du 64, du 17, on étend au 2e GHT. Voilà, donc ça reste malgré tout des besoins, une réponse aux besoins qui est insuffisante. Voilà, le maillage territorial nécessiterait beaucoup plus, mais c'est vraiment un premier pas dans la suite de ce dispositif expérimental et qui sera en cohérence avec et les EMA, avec la difficulté de financement, comme on l'a évoqué, et en cohérence à la fois avec le CEPIAS d'un côté et avec le centre
de lutte contre l'antibiorésistance, de bon usage des antibiotiques de l'autre. Voilà, donc c'est cette cohérence et cette synergie qu'il va falloir trouver, sachant que il avait été question lors de la mise en place du dispositif mobile d'hygiène de maintenir ou d'enlever une mission de prévention autour de la thématique lutte contre l'antibiorésistance, et on a pris le choix de laisser cette mission, voilà, même si en effet les équipes sont essentiellement composées d'infirmières, qu'on a vu certains remontées de terrain sur la légitimité à, mais je pense que voilà, les infirmières et les infirmiers ont une place dans cette stratégie, et donc ça a été redit et conforté par le niveau national, donc j'en suis très content. Une toute petite question rapide, précise. Où trouver les coordonnées des centres régionaux en antibiothérapie? Mais ça, ce sera probablement à eux de s'organiser un petit peu sur le modèle peut-être de ce que vous faites déjà en tant que CEPIAS. Parce que nous, on n'a pas prévu, comme c'est un FI, en fait, on n'a pas prévu d'avoir un annuaire au niveau du ministère de ces centres régionaux d'antibiothérapie. Et j'imagine qu'il y aura les coordonnées de l'ensemble des centres. Comme c'est une nouveauté pour l'instant, il n'y a pas des centres dans toutes les régions. Il y a à peu près un tiers des régions qui disposent d'un centre de conseil en antibiothérapie. J'imagine que les choses vont doucement se mettre en place en cours d'année. Merci. Mais après, il y a des pistes de réflexion, hein, comme le CEPIAS et puis la mission nationale a réussi à le faire sur le ROR concernant les équipes d'hygiène hospitalière. Je pense qu'il y a vraiment un travail à réaliser, ce qui nous permettra d'avoir des listes et des identifications actualisées, des référents en antibiothérapie dans les établissements, et ça sera l'occasion de fait de pouvoir identifier à la fois les EMA qui se seront constitués sur les territoires, hein, et également les membres des centres régionaux voilà, de lutte contre l'antibiorésistance et du bon usage des antibiotiques. Donc c'est en cours de réflexion en effet. Donc c'est la piste qui va être essayée voilà, qu'on va tenter de faire aboutir. Tu fais bien de le souligner, Mathieu, puis c'est vrai que dans la mission Matisse que l'on porte au CEPIAS, il y a à inclure les équipes d'hygiène dans le répertoire opérationnel des ressources, le ROR, et on en a profité aussi pour mettre les référents en antibiothérapie. Donc ça veut dire que dans les établissements de santé, vous pouvez commencer à recenser vos EOH, vos référents en antibiothérapie, ce qui permet de créer des liens et des échanges beaucoup plus faciles. Le CEPIAS est référencé, donc on peut penser que des structures régionales comme le centre antibiorésistance seront aussi référencées. Et c'est un outil qui sera utile dans le futur pour tout le monde. Bien. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Voilà. Voilà, donc Mathieu, puis Bertrice et Marine, si vous voulez passer des informations régionales. Mais je proposais là, s'il n'y avait pas d'autres questions, de peut-être faire un peu sur la formation, avec une forte participation, je les remercie, des animateurs régionaux sur la région, donc qui sont positionnés, hein, juste pour rappeler le dispositif, à la fois sur le CFU de Poitiers, de Bordeaux et de Limoges, avec des mi-temps qui sont financés par l'ARS sur le FIR préexistant. Et donc, voilà, cet effort de formation s'est fait de façon conjointe avec l'OMEDIT. Donc, si l'OMEDIT souhaite voilà, parler un petit peu de cette initiative, de cette mutualisation et du déploiement des premières formations. Oui, donc on a continué les formations qu'on avait mis en place avec les référents en antibiothérapie. Donc malheureusement, elle a été un peu interrompue à cause du Covid, mais elle sera poursuivie après en fin d'année. Donc du coup, c'est des formations qui sont pluriprofessionnelles et donc qui sont ciblées donc pour l'ensemble des professionnels, donc pharmaciens, médecins, infirmiers, préparateurs aussi en pharmacie. On a eu un large public et à la fois sanitaire mais aussi médico-social. Donc avec la ville aussi, avec les médecins généralistes, et on a eu quelques pharmaciens d'officine. Donc ça sera poursuivi cette année, et l'objectif aussi c'était de faire avec les référents en antibiothérapie des e-learning pour que du coup on puisse pas faire que du présentiel puisque c'est compliqué pour les libéraux pour se libérer. Donc d'avoir aussi le format e-learning plus facile et plus adapté en ce moment.
Après nous, au niveau du CAQES, de notre plateforme, on a réussi à avoir, à chaque fois on actualise la liste des référents en psychothérapie des établissements. Donc là, on en renverra encore, on a l'ensemble des coordonnées de tous les référents de la région, donc des 255 établissements. Donc on l'actualisera et on pourra la mettre sur le site, Mathieu, ou sur le site de l'ARS, à voir. Et donc, grâce au CAQES, on voit aussi la mobilisation des établissements de santé où on demande des actions phares réalisées sur les médicaments et on a un fort thème donc, sur les antibiothérapie. Et donc, nous, ça nous permet de voir les actions et de faire des retours d'expérience lors de nos journées régionales. Donc là, on a eu, bon, avec le Covid, ça a été un peu interrompu, mais on a quand même eu 50% d'établissements qui ont répondu au CAQES. Donc, on a une centaine de retours. On a commencé à identifier des actions un peu phares dans la région. Donc, on avait dit faire une banque d'actions un peu innovante pour la région pour pouvoir les partager et que chacun, du coup, puisse les mettre en place au niveau régional et après les exploiter au niveau national. Donc, il y en a beaucoup qui ont mis en place des actions au niveau de leur logiciel avec une adaptation, du coup, des recommandations, des ordonnances standardisées. Il y a une mobilisation aussi au niveau des HAD. Il n'y a pas que le coup, c'est vrai que c'est un secteur un peu plus particulier, mais avec les médecins co, du coup, il y a une forte mobilisation. Et comme on avait fait l'an dernier, on avait prévu de faire un audit harmonisé au niveau régional sur les infections urinaires. Puisque l'an dernier, on avait vu qu'il y avait du coup des disparités entre les méthodologies de recueil entre les établissements. Donc, c'était difficile du coup de pouvoir les comparer. Donc, l'audit était en préparation, on l'avait, il était en cours de validation avec les référents régionaux, l'ARS et le CEPIAS. Donc, on va le remettre en place cette année. Donc, c'est à la fois pour le secteur sanitaire. Donc, c'était à la fois les prescriptions qui étaient réalisées en amont par la ville ou par un autre établissement. Et on allait jusqu'à la sortie. Donc, on évaluait la durée de prescription, mais également aussi la pertinence de la prescription. Est-ce que c'est une prescription déjà qui est appropriée? Et si elle est appropriée, du coup, est-ce que c'est la bonne molécule ou la bonne posologie adaptée aux patients? Aux indicateurs chiffrés, donc sur 30 chaque fois, 30 recueils à l'entrée, 30 recueils intra-hospitaliers et 30 recueils couplant la sortie hospitalière et la ville. Et chaque fois avec analyse des causes sur les problématiques de non-conformité, notamment sur la durée. On va vraiment insister sur les retours d'expérience sur 2019 qui sont beaucoup plus importants que 2018. Il y a pas mal, on n'a pas eu le temps d'exploiter, mais on fera remonter bien entendu au niveau régional et donc les RS ensuite national pour vraiment des initiatives innovantes, notamment en termes de formation interne pluriprofessionnelle, de liens avec les référents, et puis beaucoup d'évolution des systèmes d'information, des audits de pertinence un peu flash ou carrément sur les médicaments les antibiotiques les plus nouveaux. Donc ça c'est intéressant, donc on essaiera de classifier, d'avoir une banque qu'on transmettra assez rapidement. C'est qu'au niveau de la ville, on a de la chance aussi d'avoir un outil régional qui est l'outil PACO Globule, qui permet en fait la transmission d'informations entre l'ensemble des personnels de santé, que ça soit à l'hôpital ou en ville. Donc on pourrait s'en servir aussi pour aider du coup à transmettre les recommandations au niveau des médecins traitants généralistes via les référents ou les infectiologues. Tout canal de diffusion efficace est le bienvenu dans ce domaine. Ça, c'est ça. Alors, on a un petit commentaire de Abdalia Boumedienne qui nous dit « Il me paraît indispensable que le travail de terrain soit valorisé financièrement à l'échelle locale, car les avis téléphoniques ne suffisent pas le plus souvent. On a besoin de voir les patients, les collègues directement. L'apprentissage par contagion est primordial pour modifier de façon pérenne les pratiques. » On réclame des sous. J'imagine pour des valorisations financières. On essaie de trouver vraiment des leviers pour ce financement des équipes ou des référents, parce que c'est là que le bas blesse, je pense. Pour l'instant, les seuls leviers qu'on a identifiés et qui sont indiqués dans l'instruction et qui sont à la main à la fois des établissements et des fois des ARS, c'est la téléexpertise pour les avis. Ça permet au moins de recevoir un financement, même si c'est un peu facile. Et les conventions interétablissements. C'est les leviers qui existent actuellement, même si on essaie d'en identifier de nouveaux. Alors, on a deux commentaires de Rémi Maillan, qui est infectiologue maintenant dans 2 cliniques privées du Pays Basque, et qui nous dit « Comment signaler notre présence à l'ARS ? Pendant la période Covid, ils ne nous ont pas identifiés sur le territoire du 64. »
Donc il y a l'Aurore qui pourrait faire quelque chose, mais bon, l'ARS le sait maintenant. Mathieu a entendu. On a un infectiologue dans les cliniques du Pays Basque. Juste si je peux revenir sur les expériences innovantes que vous détaillez, sachez que pour des expériences très innovantes et si possible évaluées avec un rapport public ou une publication, il y a une plateforme sur Santé publique France dédiée aux expériences innovantes. Il n'y a vraiment pas grand-chose sur la lutte contre l'antibiorésistance. Donc n'hésitez pas à faire remonter, c'est noté dans l'instruction, il y a toutes les coordonnées, à faire remonter vos expériences très innovantes pour que tout le monde puisse en profiter. Et puis après, il y a d'autres moyens, évidemment. On a des réunions régulièrement avec les chargés de mission ARS. On a un SharePoint, donc un partage d'informations Internet avec eux. Et puis on voit des professeurs de santé également très régulièrement qui nous font monter les bonnes idées. Et d'autres canaux. Alors, on avait une question que j'ai pas vue par téléphone. Christine Aldebert voulait prendre la parole. Alors, madame, si vous voulez parler, le micro est ouvert. Oui, vous pouvez parler. Ça n'a pas l'air de bien passer. Donc, on referme. Ok, alors Rémi Maillan aussi toujours dit souhaite collaborer avec l'Omédite. Ça, la connexion est faite, ça y est. Donc vous pouvez envoyer vos coordonnées. On le contactera. On le contactera. À ce stade, on a fait le tour de nos questions, mais je crois qu'on arrive plutôt vers la fin. D'autant que c'est vraiment un champ important de pouvoir collaborer avec les infectiologues et puis d'autres professionnels, mais sur les secteurs privés également. Voilà, des enjeux et des diffusions d'informations qui peuvent être complexifiées de par l'exercice même des praticiens et de leur lien avec l'établissement, qui ne sont pas les mêmes que dans les établissements publics. Et donc, c'est d'importance que d'avoir ces retours et puis ces collaborations. C'est vraiment important. Une autre piste de financement, la valorisation des équipes sur le terrain, complémentaire à ce qu'a déjà dit Céline, c'est peut-être la piste des formations médicales continues. Voilà, et donc en lien avec des organismes, donc ça peut être le cas des universités ou d'autres centres de formation. Voilà, ça peut générer, si c'est suffisamment formalisé et bien formalisé, une source de revenus qui de toute façon est sanctuarisée au moins au niveau des établissements de santé et qui doivent être utilisés pour de la formation. Donc il y a des pistes de réflexion autour de ça et on peut être aidant à ce titre. Voilà, et donc s'il n'y a pas d'autres questions, ce qu'il faut valoriser aussi, c'est bien sûr l'implication des professionnels de terrain prescripteurs. Donc on a bien sûr parlé des médecins généralistes, il y a un gros travail à faire en lien avec eux, d'autant que ce sont les médecins prescripteurs des résidents des structures médico-sociales et pas des autres établissements et structures médico-sociales. Donc ça, c'est vraiment important. Ça a été évoqué là sur le groupe de travail odontologie, donc bien sûr les chirurgiens dentistes, voilà, pour la part des 10% et même au-delà en termes de mobilisation sociale et puis de lien avec la population. Le dentiste est vraiment un levier important à mobiliser. Voilà, le chirurgien dentiste est celui qui porte le masque, ne l'oublions pas. Voilà, donc c'est important, voilà, et parce qu'il est un prescripteur et parce qu'il y a ce prisme-là avec la population. Et donc c'est à ce titre qu'il avait été intégré à notre comité régional. Voilà. Et l'autre profession qui pour le coup pas été du tout évoquée, ce sont les sages-femmes, qui prescrivent également des antibiotiques. On a entendu infection urinaire chez la personne âgée. Voilà, on peut l'étendre à leur patientèle et avec voilà, également un prisme important, en tout cas un média de diffusion de l'information, de la bonne information, du bon usage des antibiotiques auprès de leur patientèle. Donc, elles ont été également intégrées, et puis les infirmiers, bien sûr. Donc, c'est vraiment un travail important à déployer, et c'est toujours la problématique du travail à réaliser, et puis des moyens qui sont mis en regard. Donc, on essaye de... Voilà, c'est ce qui est fait au niveau national. Voilà, donc ça participe d'un effort collectif. L'ARS ne peut bien sûr pas tout financer, le national non plus. Malgré tout, on essaye de travailler avec vous, de faire remonter ces besoins au-delà des bonnes idées, des expériences, et de travailler avec nos collègues des parcours de soins au niveau de l'ARS pour essayer
d'appuyer les demandes, comme l'a redit France Roblou tout à l'heure. Voilà, essayer d'avoir finalement pas 3 secteurs de soins en lien avec le risque infectieux, mais le parcours, et pas que du patient, le parcours du citoyen sur ce risque avec et de la prévention et de la gestion, comme on a pu le voir très récemment, l'importance de tout ce maillage territorial et de cet effort collectif. Voilà. J'ai certainement oublié d'autres interlocuteurs, mais voilà, tous les efforts ou les professionnels paramédicaux, etc. Voilà, c'est quelque chose d'important de travailler tous ensemble. Hein. Voilà, c'est vraiment les champs individuels que ça se joue. On a fait des suggestions justement dans l'instruction qui reprennent totalement ce que tu dis, Mathieu. L'ARS animera ou anime déjà un comité de pilotage de lutte contre l'antibiorésistance, pluriprofessionnel bien évidemment. Donc tous ceux que tu as cités, les pharmaciens, mais c'était contenu dans tes propositions. On a même proposé de pouvoir inclure des vétérinaires dans un esprit One Health et que l'ARS puisse se mettre en lien avec les personnes référentes pour l'environnement et le côté santé animale pour qu'il y ait un début de perspective One Health dans la lutte contre l'antibiorésistance également au niveau régional. Même si ce n'est pas simple, mais c'est un début. C'est le cas avec des collègues de Limoges, en l'occurrence pour la Nouvelle-Aquitaine. Il y a également des vétérinaires du coup de la DRAF et également des vétérinaires de terrain donc, qui se sont mobilisés suite à une intervention au mois de décembre sur Paris et donc qui était en cours d'intégration, mais avec voilà, l'épisode Covid, c'est quelque chose qui se poursuit bien évidemment. Voilà, je n'ai pas parlé des microbiologistes, hein, il y en a certains qui écoutent, donc voilà, c'est les biologistes, les microbiologistes, l'antibiogramme à rendu restreint ou dit ciblé. Voilà, il y a vraiment des marges d'optimisation, d'amélioration voilà, à pousser. Bien. Et les pharmaciens, bien sûr. Je le redis pour que ça sorte effectivement de ma bouche, mais ça avait déjà été dit dans les échanges. Les listes, c'est toujours dangereux, on oublie toujours plein de champs. C'est sûr. En tout cas, ce qui ressort, c'est qu'on voit bien que c'est un sujet avec encore plein de développements à venir, donc plein d'enjeux motivants. On voit qu'on a des gens motivés. Il y avait en permanence plus de 100 personnes connectées à ce webinaire pour 170 inscrits. Donc, vraiment, merci à tous de vous être connectés. On voit la dynamique portée dans la région hein, et qu'on continuera à porter ensemble avec l'ARS, l'Omédit, le centre de conseil, nos infectiologues régionaux dans les 3 CHU, comme on a fait jusqu'à présent, mais donc encore poussé par le national et merci beaucoup. Donc, on arrive au terme de ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Comme ça a été évoqué, à l'issue de ce webinaire qui sera mis en ligne, on vous enverra un petit mail pour vous donner la suite, hein, parce qu'on va vous donner rendez-vous pour le partage d'expériences et le partage d'actions innovantes telles que ça a été évoqué. Et puis aussi pour préparer la suite, hein, puisqu'il y a peut-être des actions de services sanitaires qui peuvent être aussi enclenchées au niveau des établissements de santé ou des EHPAD. Et puis il y aura bien sûr la semaine mondiale et journée européenne de bon usage des antibiotiques en novembre avec des actions qui seront menées. Et puis j'en profite, je vais peut-être repartager mon écran pour montrer, je ne sais pas si ça se voit, l'affiche. Non, ça ne se voit pas. On vous enverra les liens par mail. Si ça se voit. Oui. Voilà. J'ai peut-être coupé les logos en bas. Donc voilà. Donc l'affiche qui avait été réalisée avec différents supports de communication, hein, réalisée l'an dernier à l'occasion et lancée à l'occasion de la semaine mondiale, journée européenne et semaine sécurité des patients l'an dernier sur le bon usage des antibiotiques. Et donc des actions nouvelles qui seront proposées cette année. En tout cas, merci à tous et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.
Merci. À très bientôt. Au revoir.